Écoutez, nous allons continuer nos auditions de cet après-midi. Donc, bonjour, bienvenue à vous au Sénat. Merci d'avoir répondu à notre invitation dans le cadre de cette mission d'information sur l'organisation de la santé périnatale et sa territorialisation. Donc voilà, nous allons entendre cet après-midi le docteur Romain Dugravier, pédopsychiatre, chef du centre de psychopathologie périnatale du GHU Paris, le docteur Lucie Joly, psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine de l'AP-HP, responsable de l'unité de psychiatrie périnatale commune aux hôpitaux Pitié-Salpêtrière, Thénon et Armand-Trousseau, et Madame Élise Marsande, présidente de l'association Maman Blues. Et puis en visioconférence, dès qu'ils arriveront à se connecter, nous aurons le docteur Marie Chivet, psychiatre, et Madame Marie Moya-Tison, sage-femme coordinatrice de l'équipe mobile de psychiatrie périnatale du centre hospitalier de la Côte Basque. Alors, nos auditions ont permis de mettre en lumière une préoccupation spécifique sur la situation de la santé mentale périnatale. Cette problématique couvre tant la santé mentale de la mère pendant et après la naissance que la question du développement psycho-affectif de l'enfant dans les tout premiers jours, ainsi que, et c'est un phénomène moins connu ou reconnu aujourd'hui, la question de la santé mentale des pères. Les résultats de la dernière enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles le confirment. Le suicide est désormais la première ou la deuxième cause de mortalité des mères dans l'année qui suit leur grossesse, ce qui interroge sur la prise en charge de la santé mentale des mères dans la période prénatale comme postnatale. Une femme sur 7 présente une dépression postpartum. De récentes études montrent que le premier facteur de risque serait d'avoir développé une dépression avant ou pendant la grossesse. Ceci signifie qu'il est possible d'agir en amont. Ah, apparemment, vous nous avez rejoints. Eh bien, bonjour, je vous salue, je vous souhaite la bienvenue. Donc, je vous ai déjà présenté à notre... aux membres présents dans cette salle. Voilà. Vous nous entendez ? Oui. Voilà. Donc, je disais que le premier facteur de risque serait d'avoir développé une dépression avant ou pendant la grossesse. Ceci signifie qu'il est possible d'agir en amont, notamment en prenant mieux en compte l'environnement dans lequel évolue la femme enceinte. La santé mentale est considérée par toutes les personnes que nous avons pu entendre comme un élément essentiel pour l'avenir de l'enfant, ainsi qu'un enjeu de santé publique que tente d'intégrer la campagne des 1000 jours, l'entretien du 4e mois et l'entretien postnatal précoce. Ces dispositifs ne semblent pas aujourd'hui être utilisés pleinement. Vous nous direz quelle est votre analyse de cette situation et quelles solutions peuvent être apportées dans l'amélioration du suivi de la femme pendant et après sa grossesse. Il semble notamment que si des outils permettent aujourd'hui de détecter les signes de dépression en période postnatale, par exemple l'EPDS, l'inventaire de dépression postnatale d'Édimbourg, ces derniers restent à améliorer concernant cette détection en période prénatale. Vous nous présenterez également, dans ce contexte, le positionnement, les missions et les résultats de vos structures respectives dans l'accompagnement des mères pendant et après la grossesse. Il serait également intéressant d'avoir votre avis sur la formation des professionnels de santé à l'identification des signes de détérioration de la santé mentale et à l'accompagnement des patients ainsi qu'à l'évolution des facteurs de risque au sein de la population tels que l'isolement, la précarité, l'âge des parturientes ou l'obésité.
Enfin, une meilleure prise en compte des problématiques de santé mentale dans le suivi de la grossesse nécessite du temps et de la coordination. Comment répondre à ces impératifs dans un contexte de tension sur les effectifs en psychiatrie et en psychologie notamment? Donc je vais vous laisser la parole sans attendre pour que vous puissiez présenter les principaux enjeux et éléments de réponse que vous avez pu identifier. Dans un premier temps, vous voudrez bien vous limiter à quelques minutes pour votre intervention pour chacun de vos 3 organismes. Je passerai ensuite la parole à notre rapporteure, Véronique Guillotin, pour une première série de questions. Je vous précise que notre réunion est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et sera ensuite consultable en vidéo à la demande. Voilà, je vous laisse la parole. Je ne sais pas dans quel ordre vous voulez commencer. Oui, vous appuyez très bien. Alors, Madame Élise Marsande. C'est ça. Voilà. Donc, quelques minutes, c'est... Si vous voulez 2-3 minutes simplement pour juste présenter, 2-3 minutes, et puis okay. après... Oui. Donc, je vais présenter l'association déjà. Oui, voilà. Donc, Maman Blues, c'est une association nationale et un peu d'international, une association francophone à visée non thérapeutique. L'objectif n'est pas de se substituer à des professionnels de santé. L'association a 3 objectifs, informer, témoigner et soutenir, majoritairement les femmes, mais il arrive que nous ayons les pères, on en parlera sûrement plus tard. Maman Blues, donc, c'est une association qui a vu le jour en 2006, mais son site et son forum datent de 2003, avec l'objectif vraiment de donner de l'information aux personnes concernées et de pouvoir aussi les orienter en fonction de leurs besoins, de leurs demandes et de l'urgence de la situation. Aujourd'hui, nous sommes environ 70 bénévoles, des référentes locales, donc des femmes investies sur leur territoire, localement, et puis des personnes qui sont investies sur notre forum d'échange. Il y en a 4 modératrices à ce jour, et donc qui ne font que ce rôle-là. Donc c'est une action. Nos actions sont auprès des femmes en majorité, avec le forum d'échange, donc qui est un forum écrit, modéré, où il y a de la bienveillance, de l'empathie. L'objectif, c'est aussi de voir que tout se passe bien sur le forum, qu'il n'y ait pas d'échange de médication. On s'inquiète aussi, bien évidemment, du bien-être psychique des femmes et des possibles intentions suicidaires, mais on a aussi une attention particulière des enfants, des bébés, parce que parfois certaines sont soit dans un état de fatigue très important, soit sont complètement détachées de cet enfant, donc on a aussi une préoccupation autour de ce bébé. On a des groupes de parole en présentiel et ou en distanciel. On n'a pas de partout, on en a à certains endroits, mais voilà, toutes nos référentes n'en font pas. Et ensuite, on a des actions en collaboration avec les professionnels de santé, des structures, des instances publiques. On a travaillé avec le Collège national des sages-femmes, on bosse avec l'ARS Île-de-France. Voilà, il y a pas mal de structures avec qui on travaille actuellement. Voilà. Juste une question, vous êtes répartis comment au niveau national? Alors ça dépend, il y a des départements où on est plusieurs. Par exemple, on va prendre l'Île-de-France, elles sont 3. Sur Lyon, on est 4. Et sur d'autres départements, je pense par exemple à Bordeaux, où elle est toute seule. Voilà, ça dépend réellement si on a des bénévoles instaurés. Et après, on a des gens... Il y a des territoires où il n'y en a pas du tout. Où il n'y en a pas du tout, Okay. Tout à fait. On est loin de couvrir toute la France. Voilà. Après, on a des gens sur la Belgique. On a 4 personnes sur la Belgique, une personne sur la Côte d'Ivoire, une personne sur l'Allemagne et une personne sur la Nouvelle-Calédonie. Merci. Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, je suis très honorée de prendre la parole aujourd'hui pour défendre la santé mentale périnatale. Je suis psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, spécialisée en psychiatrie périnatale, et je fais de la recherche à Sorbonne Université sur les processus impliqués dans les troubles mentaux périnataux. Contrairement à une fausse représentation encore tenace dans nos sociétés, la période périnatale est marquée par une incidence dramatique de troubles mentaux, notamment du fait des transformations du cerveau maternel tout au long de la grossesse et des transitions familiales pendant cette période.
Dans l'année qui suit l'accouchement, environ 20% des femmes ressentent des symptômes de dépression du postpartum, caractérisés par une douleur psychologique, une perte de plaisir, une fatigue, empirant avec l'alitement et des croyances négatives sans fondement. Par ailleurs, il existe un risque estimé autour de 50% de récidive lors des grossesses ultérieures. Et lorsque la dépression n'est pas correctement prise en charge, l'évolution vers un trouble dépressif chronique ou un trouble de l'humeur de type bipolaire est à craindre. On sait aujourd'hui, grâce aux évolutions de la recherche en psychiatrie et en neurosciences, que ce trouble est lié à des changements cérébraux et hormonaux et peut être favorisé par des facteurs de risque psychologiques et sociaux qui sont de mieux en mieux identifiés. Toutefois, la dépression périnatale peut également frapper comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, touchant des mères sans antécédents psychiatriques, après des grossesses sans complications et en l'absence de facteurs de risque environnementaux. Ce trouble a des conséquences dramatiques. La mortalité par suicide représente aujourd'hui la première cause de décès maternel pendant la première année du postpartum. Et il faut rappeler que dans la population générale, le taux de suicide français reste l'un des plus élevés en France. Selon les conclusions du 7e rapport de l'ENCMM, une femme en postpartum se suicide toutes les 3 semaines, souvent avec des modes opératoires qui sont très violents. Pendaison, précipitation sous un train, un pont ou depuis une fenêtre. La clinique du suicide maternel est d'une rare complexité, tant elle implique des facteurs entrelacés difficilement compréhensibles à partir du seul prisme médical, biologique ou psychiatrique. Les motivations à mourir sont multiples et elles sont difficilement généralisables. Au-delà de ces situations tragiques, les chiffres sur le suicide maternel mettent en lumière la souffrance silencieuse des mères, dissimulée depuis des siècles sous des strates de vernis social et de représentations faussées sur la maternité bienheureuse. Ce qui transparaît aujourd'hui dans les études épidémiologiques est le reflet des transitions sociales autour de la parentalité, concentrée autour du couple, plus que sur la famille élargie, la parentalité contemporaine bénéficie probablement de moins de relais familial que par le passé. Accompagner les parents dans cette période sans équivalent est une priorité de santé publique. Merci. Docteur Dugravier. Merci beaucoup. Merci de me donner l'occasion, moi aussi, de faire part d'une vision de la santé périnatale et de la santé mentale périnatale en particulier. Je rejoins ce que disait le docteur Lucie Joly sur la fréquence des symptomatologies anxio-dépressives, sachant que les chiffres que vous avez vous aussi cités sont autour de 15% chez les femmes. On a pu le dire tout à l'heure que ça correspondait aussi à 8 à 10% chez les hommes. Donc on est là à reconnaître que c'est un problème de santé publique, un problème courant. Il est plus compliqué, par contre, d'arriver à identifier combien de personnes ont réellement besoin d'accéder à des professionnels de santé mentale. Et je rejoindrai le chiffre de Lucie Joly sur autour de 20% des femmes qui accouchent qui auraient besoin d'être accompagnées sur le plan émotionnel et affectif. Mais je voudrais aussi mettre l'accent sur les situations les plus complexes et les plus vulnérables. Et là, on a des données qui sont peut-être plus fragiles, mais il semble qu'il y a au moins 1 à 2% des femmes qui présentent des troubles psychiatriques chroniques, sévères donc, qui vont mobiliser énormément d'énergie des professionnels, qui sont évidemment extrêmement déstructurantes, et pour lesquelles il faudra penser à une approche peut-être encore plus spécifique. Donc tout ça pour dire que ça concerne probablement 20% de la population de femmes qui accouchent, avec une gradation aussi des difficultés, donc une gradation de la proposition et de l'offre. Et quand on part de ce constat-là, quels sont les obstacles et les limites ? Les obstacles et les limites, on les retrouve sur la question de l'accès aux soins. Il y a 27% des femmes qui disent vivre une souffrance psychique, qui accèdent à un professionnel de santé mentale seulement un quart donc. Donc cet accès aux soins, c'est notre à mon avis, le premier sujet, le premier axe particulièrement important. Et quand il y a un accès aux soins, c'est aussi comment ce soin peut être proposé. Et on identifie plusieurs obstacles. Et les obstacles sont autour de la discontinuité entre l'anté et le postnatal, parce qu'on change d'équipe, parce qu'on change de lieu, parce que ce sont des professionnels différents. La discontinuité entre la ville et l'hôpital, entre la maternité et les offres de soins. Je pense ici à l'offre de soins particulièrement en santé mentale, donc les services de psychiatrie périnatale. Et puis la discontinuité peut-être entre les regards des professionnels par les difficultés d'acculturation. Et donc comment faire que les professionnels puissent travailler et penser ensemble les situations qui sont complexes et avec des problématiques multifocales. Et après, on verra les propositions qu'on peut faire. Mais je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Entre autres, vous avez évoqué le terme de la coordination.
comment structurer d'abord une lisibilité de l'offre, parce que c'est ce que vous avez, je crois, entendu le CIAN qui a pu relever ça, c'est que dans leur enquête, on retrouve que les femmes ne savent pas très bien comment notre système est organisé, et ne savent pas s'y repérer. Donc ça repose sur l'information, mais aussi la lisibilité de nos réseaux et la structuration de nos réseaux. Donc arriver à proposer une offre de soins de niveaux différents. On peut penser d'une offre de proximité, une offre de recours, voire une offre d'expertise qui soit suffisamment lisible sur le territoire. Peut-être aussi développer un langage qui soit suffisamment partagé entre les professionnels et les usagers. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec la théorie de l'attachement, grâce à Nicole et Antoine Guédenet. La théorie de l'attachement qui paraît simple comme ça, qui en fait est une théorie relativement complexe, mais qui permet, quand on est d'horizons divers, de savoir comment on décrit les situations et comment on les pense ensemble. Et puis aussi la notion d'équité. Je crois que si on sur une logique égalitaire, le risque c'est qu'on laisse sur le côté un certain nombre des usagers. Donc si on veut que tout le monde ait les mêmes chances, si on veut être un parent comme tout le monde, il faut faire une offre équitable, donc graduée en fonction de la problématique. Et puis je crois que c'est pas... Et le dernier point, c'est qu'on a évoqué la santé mentale des mères, la santé mentale des pères, le développement des enfants. Moi, je travaille avec la psychiatrie d'adultes sur une conception spécialisée pour les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques chroniques. Et ce que j'ai appris dans ce travail-là depuis plus de 10 ans, c'est l'importance d'une approche bifocale, d'une approche concertée, contiguë, conjointe. On a tendance parfois à penser la santé mentale comme une succession d'événements. D'abord, on s'occupe de la mère, puis ensuite on s'occupe du père, puis ensuite on s'occupe du bébé. Nous défendons un modèle où la psychiatrie et la pédopsychiatrie travaillent de concert pour aussi bien prendre soin de la santé mentale des adultes et de la santé et la construction du lien entre l'enfant et les parents. Voilà. Très bien, merci. Je vais donner la parole donc au docteur Marie Chivet et madame Marie Moya-Tison. Je vais vous laisser vous présenter, puis vous pourrez enchaîner directement. Voilà, je vous laisse la parole. Merci, vous nous entendez? Oui, très bien. Parfait, merci. Bonjour, je m'appelle Marie Moya-Tison et je suis sage-femme coordinatrice. Avec le docteur Chivet, nous représentons EMOPSI. EMOPSI, c'est une équipe mobile de psychiatrie périnatale du pôle femmes-mères-enfants. Alors, je vous interromps, on a de l'écho. On ne vous entend pas bien parce qu'il y a un écho difficile. On a une connexion, pardon. Vous devez avoir vous avez deux postes ouverts, non? Deux micros ouverts. Non. Est-ce que là, c'est mieux? C'est bon. Non. Vous avez pas... bon? Alors là, ça... Ouais. Bah, je vais tenir. Ouais. OK. Vous nous entendez sans oui. écho? Oui, non, il y en a encore, oui. Vous n'avez pas ouvert deux fois la connexion, des fois? Voilà, on a enlevé l'ordi et on va faire au plus simple. Est-ce que là, c'est bon? Oui, oui, impeccable. Allez-y. Parfait, désolée des complications de connexion. Donc, je recommence. Je m'appelle Marie Moya-Tison et je suis sage-femme coordinatrice. Je suis avec le docteur Chivet. Nous représentons EMOPSI. J'ai transmis un diaporama, peut-être vous l'avez. Vous avez accès au PowerPoint? Il était question d'un partage d'écran. Oui, tout à fait. Je vais partager mon écran. Et je vais aussi le distribuer aux intervenants. C'est gentil. Donc, EMOPSI, c'est une équipe mobile de psychiatrie périnatale qui est au sein du pôle femmes-mères-enfants, au sein du GHT Navarre-Côte Basque. Nous nous situons au CHCB à Bayonne, au centre hospitalier de la Côte Basque. Donc, avant tout, l'ensemble des membres de notre petite équipe remercie mesdames les sénatrices et leurs collaborateurs en charge de cette mission de leur invitation à cette audition. Donc, je vais rapidement vous présenter notre système et son fonctionnement. Donc, notre équipe a vu le jour il y a un peu plus de 3 ans. C'est un projet original porté par 3 spécialités que sont la pédiatrie, l'obstétrique et la psychiatrie. C'est la diapo suivante, juste. Donc, tout d'abord, il s'agit d'une équipe avec des compétences complémentaires. Au départ, nous étions 3 et actuellement, nous sommes 6. Est-ce que vous pouvez passer la diapo suivante ? Donc, je ne vois pas apparaître la diapo suivante, c'est la diapo 2. Donc, une équipe mobile pour répondre à un besoin territorial
c'est une équipe qui est dans une démarche d'aller vers périnatal, c'est-à-dire de l'anténatal au 1 an de l'enfant en continuité, avec la possibilité également d'avis antéconceptionnel. C'est une équipe qui intervient en psychiatrie, c'est-à-dire en réponse aux besoins spécifiques des patients présentant des vulnérabilités psychiatriques, mais aussi le coparent, leur bébé à venir et la triade une fois l'enfant né. Comme je vous le disais précédemment, il s'agit d'une équipe pluridisciplinaire qui est constituée d'une psychiatre, de 2 psychologues, une psychomotricienne, une assistante sociale et une sage-femme coordinatrice. Et chaque spécialité a sa spécificité pour porter des regards croisés, et c'est ce qui en fait sa richesse. Les soins sont organisés sous forme de consultation, alors seul ou en binôme, en fonction de la situation. Elle est organisée par une activité de liaison. Il y a des ateliers parentaux et des visites à domicile qui se font seul ou en binôme. C'est un dispositif qui a pu voir le jour grâce à une dotation annuelle de financement de l'ARS et l'appel à projet des 1000 premiers jours. Et ceci avec le soutien du réseau périnatal de Nouvelle-Aquitaine et les dispositifs locaux et territoriaux de santé mentale. Alors, rapidement, nos missions, ce sont des actions de prévention et la prise en charge précoce en anté et en postnatal auprès des patientes ayant des antécédents psychiatriques connus. Ces patientes, elles vont être repérées lors de l'entretien prénatal précoce au 4e mois de grossesse, à l'aide, ici localement pour nous, de l'auto-questionnaire de repérage des vulnérabilités qui émane du réseau Périnat Aquitaine, mais aussi lors de l'entretien postnatal précoce dans le postpartum, et pourquoi pas à l'aide de l'EPDS, l'échelle d'Édimbourg, pour donc ce qui est des repérages. Ces missions s'organisent également autour des patientes qui ont des symptômes actuels, qu'elles aient ou pas des antécédents psychiatriques, et une attention particulière est portée sur les signes de dépression périnatale. Donc on parle d'anxiété, de tristesse, de troubles du sommeil, d'hypervigilance, j'en passe. Nous nous inscrivons dans le soutien à l'établissement du lien parent-bébé et aussi la prévention du risque de retentissement de toutes ces vulnérabilités sur la mise en place des interactions précoces. Nos missions s'axent également sur le repérage des signes précoces d'altération du développement psychomoteur du nourrisson. Donc bien entendu, nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons avec tous les partenaires et élaborons en co-construction un parcours personnalisé de soins et nous nous intégrons aux dispositifs existants dans un réseau de soins ville-hôpital en proximité. Notre objectif, c'est d'être le plus cohérent et le plus ajusté possible aux besoins des patients. Voilà, dans une continuité anté-postnatale, on l'a dit à plusieurs reprises, et dans une coordination entre les différents partenaires. Partenaires qui seront en intra-hospitalier, en extra-hospitalier, que ce soit dans le secteur privé ou avec les professionnels du secteur libéral, auprès des institutions également avec lesquelles nous nous harmonisons au mieux. Voilà, cette coordination se déploie lors de liens réguliers, des liaisons, voilà, mais également lors de réunions, donc plusieurs niveaux de réunions, les réunions de concertation pluridisciplinaire, les staffs médico-psychosociaux, les staffs régionaux de psychiatrie périnatale. Tous ces temps sont des temps de coordination mensuels. Pour la dernière diapositive, un petit mot de nos chiffres. Nous notons une évolution de notre activité clinique. Notre file active est passée de 142 patientes en 2021 à 403 en 2023. Et de même, une augmentation du nombre des actes qui est passé de 640 en 2021 à 2197 en 2023. Voilà, est à noter aussi une augmentation de l'accueil et de l'accompagnement des hommes dans notre file active, alors qui est modestement passé de 4 en 2022 à 31 en 2023. Des hommes dont les vulnérabilités peuvent être plus difficiles à repérer, mais tout aussi importantes à accompagner. Je vous remercie de votre attention. Merci bien. Je vais tout de suite passer la parole à notre rapporteure, Véronique Guillotin, et j'aurai aussi 2-3 questions à vous poser après. Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Je vais peut-être continuer à enrichir le débat en posant quelques questions. Alors peut-être sur la dernière intervention, de manière très technique, sur quel bassin de population vous couvrez. J'ai vu que vous avez GHT derrière, mais en termes de, est-ce que c'est le territoire du GHT, en termes de population, est-ce que ça correspond quand vous avez démarré alors est-ce que c'est une expérimentation, quelque chose de pérenne quand ça a été démarré, est-ce qu'il y a vous avez un premier bilan ou une première évaluation de ce aller vers? Bonjour, je suis le docteur Chivet, je suis psychiatre adulte au sein d'Hémopsy. Notre équipe, elle a commencé en février 2021.
où on a eu un premier financement ARS où on n'était que 3, donc sur les temps partiels. Et ensuite, 1 an après, c'est-à-dire à peu près, à partir de 2022, on a répondu à un appel à projet et on est actuellement l'équivalent de 3,7 ETP. C'est le territoire. Et notre équipe couvre le territoire Navarre-Côte Basque. C'est la seule équipe mobile de psychiatrie périnatale sur ce territoire. En termes d'habitants, ça fait combien de population? Et en gros, 300 000 habitants. Ah oui, quand même. Ok. Et comment c'est organisé concrètement? C'est du aller vers? Vous avez une unité, enfin quelque chose de mobile? Alors, voilà, notre équipe est estampillée, on va dire, équipe mobile, mais c'est une équipe qui fait finalement de plus en plus un petit peu de soins conjoints. Enfin, on fait comme nous pouvons. On est basé à la maternité de Bayonne, donc le centre hospitalier de la Côte Basque se situe à Bayonne, où il y a la majorité des accouchements, mais notre équipe va également dans le Pays Basque intérieur, à la maternité d'une ville qui s'appelle Saint-Palais, à 1 heure de Bayonne, où il y a 250 accouchements par an. Donc on va aussi dans cette maternité, et on se déploie également aussi sur la maternité privée où il y a à peu près 1500 accouchements par an. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Et donc notre équipe est basée à la maternité de Bayonne, et on se déplace. Donc la majorité de notre travail se situe à la maternité de Bayonne et à la maternité de Saint-Palais. On y va 1 jour par semaine. Enfin, c'est la psychologue en l'occurrence qui va 1 jour par semaine. Et ensuite, on se déploie, on essaie de se déployer à domicile. Mais on est une équipe qui actuellement est largement sous-dimensionnée par rapport aux accouchements et par rapport aux missions en fait qui nous sont attribuées. Et vous estimez à combien on pourrait envisager que le aller vers aille sur des territoires peut-être plus ruraux, reculés, moins mobiles, ou voilà, des populations plus compliquées qui se retrouvent peu, qui vont peu aller consulter. Combien vous avez évalué à combien il vous faudrait comme un type d'équipe mobile pour pouvoir faire vraiment du domicile également, quoi, du aller vers ou d'aller. Oui. On fait des visites à domicile, mais pas plus d'1 heure du centre hospitalier de la Côte. Voilà. Oui. On ne peut pas actuellement. Donc la maternité de Bayonne, on arrive à faire du domicile en rayonnage autour de cette maternité, mais par exemple pour l'arrière-pays avec la maternité de Saint-Palais où il y a 250 accouchements par an, ou 330 maintenant, on ne peut pas. Là, on ne peut pas faire du domicile actuellement. On n'a pas la capacité de faire suffisamment de domicile. On en fait de manière très sporadique pour des cas extrêmement complexes. Je me suis bien doutée au vu de l'équipe, mais la question que je me demande, c'est est-ce que vous avez évalué le nombre, le type d'équipe qu'il vous faudrait pour vraiment faire du aller vers sur sur ce que vous auriez vous fixé comme objectif? Voilà. Actuellement, on est 3,7 ETP sur cette équipe. Il faudrait au moins qu'on soit doublé. Voilà. Ce qu'on avait évalué pour pouvoir faire. En fait, actuellement, il faut comprendre que nos postes ne sont pas des postes remplacés. En fait, moi, je suis la seule médecin sur l'équipe. Ma collègue est la seule sage-femme coordinatrice. Et on a des petits bouts, on va dire, de temps de psychologue. On a un 0,20 d'assistante sociale. Et on a 0,5 de psychomotricienne qui, elle, se déplace beaucoup à domicile. Et il nous faudrait qu'on soit doublé, chaque poste soit au moins doublé pour qu'on puisse assurer une continuité de soins, qu'il n'y ait pas de rupture dans la continuité et qu'on puisse faire du domicile de manière plus large. Et la problématique, c'est un problème de moyens financiers ou un problème de ressources humaines ou des deux? Les deux. Les deux, et surtout un problème de moyens financiers. À l'heure actuelle, on a eu un premier financement par l'ARS qui nous a permis donc, de constituer notre équipe. Mais actuellement, il nous manque effectivement un financement pour pouvoir embaucher d'autres personnes et plus se déployer. Ok. Donc je vais avoir une deuxième question, c'est plutôt vers vous que je vais me tourner. Alors j'ai trouvé, on partage les constats, on avait les chiffres. Nous on était effarés en fait sur les premières auditions quand on a ouvert cette mission sur la périnatalité. Le premier chiffre qui est tombé le lendemain d'ailleurs, c'était le premier taux la première raison de mortalité, première cause de mortalité chez les mamans en postpartum était le suicide. Ça nous a un peu glacés du coup. Vos propos également m'ont un petit peu donné quelques frissons. Je pense qu'il est vraiment urgent à agir, que ce soit sur l'organisation que sur les prises en charge de psychiatrie et de la périnatalité. On voit bien que c'est quand même assez inquiétant. Moi, je prends le terme comme il me vient. Et puis, je me posais la question, on est toujours confronté sur cette audition face à l'idéal que l'on voudrait atteindre.
et la réalité, la réalité des ressources humaines que l'on a pour mener à bien les missions. Alors, vous avez un peu engagé le débat c'est des questions que je voulais en fait vous poser. C'est est-ce que vous ne pensez pas, on met quand même malgré tout, on ne peut pas dire qu'on n'a pas mis d'argent, que l'État n'a pas, le gouvernement n'a pas mis d'argent dans la santé. On n'est pas un taux de PIB le pire des pays européens, et pour autant, on n'est franchement pas les meilleurs. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a effectivement, mais vous l'avez dit, je crois, donc voilà, vous allez peut-être préciser votre pensée, une question déjà de repérage précoce. Est-ce qu'on ne passe pas à côté de certaines choses et il n'y a pas des petites actions peut-être pas très onéreuses, faites par des professionnels qui ne sont peut-être pas des professionnels sur lesquels on a de la problématique, mais plutôt former des gens à faire du repérage? Est-ce que ce ne serait pas une solution pour tenter d'identifier les personnes les plus fragiles? Est-ce qu'ensuite, dans ce parcours-là, alors il y a les 1000 jours, on a auditionné l'association ce matin, où on voit bien qu'il y a un concept de suivi des familles très tôt pendant les 1000 premiers jours, mais là, c'est pas les 1000, parce qu'ils s'arrêtent au bout d'un an, pareil, faute de ressources, etc. Mais bon, admettons prénatal et au moins une année postnatale, qui permet de continuer peut-être à avoir ces parents-là, ces familles, entre guillemets, à l'œil, et continuer à les accompagner. Et peut-être que ça ne nécessiterait pas, au bout d'un moment, si elles n'étaient pas lâchées dans la nature, un suivi psychiatrique ou psychologique plus renforcé, parce que justement, on aurait désamorcé des solutions ou orienté plus tôt, toujours avec des professionnels peut-être qu'on pourrait former sans que ce soit des gynéco-obstétriciens, les sages-femmes, tous ceux qui nous manquent aujourd'hui. Et puis, est-ce que dans cette... donc, en gros, on revient à une gradation. L'intégration des 1000 premiers jours, de quelle manière on pourrait réfléchir pour pouvoir faire ce suivi assez tôt, et puis est-ce qu'il n'y a pas de nécessité non plus de former tous les professionnels de santé sur un mode, tout le monde ne sera pas psychiatre, voilà, mais peut-être infuser cette culture. Je crois que jusque-là, qu'on a peut-être insuffisamment pris en compte. Voilà un petit peu. Est-ce que vous avez, vous, des propositions? Et j'ai entendu que vous faisiez de la recherche. Donc, est-ce que dans ce cadre de la recherche, il n'y a pas des expérimentations à mettre en place? Moi, je suis assez... je pense qu'on est assez fan de l'évaluation des choses et des dispositifs que l'on met en place. Donc, qu'est-ce qui pourrait être proposé avec une forme d'évaluation et peut-être quelque chose de duplicable à terme pour améliorer les choses? Si je peux rebondir sur vos questions et sur ce que formulaient nos collègues de la Côte Basque, qui sont une équipe qui a quelques années de recul et qui montre une activité croissante. Je n'ai pas expliqué au départ, mais le service dont je m'occupe a cette même proposition d'équipe mobile inscrite dans une offre de graduée, c'est-à-dire qu'on a une consultation des équipes mobiles et puis une offre dite de recours qui s'appelle l'hôpital de jour. On peut accueillir les bébés avec leurs parents pour la journée. Et nous, on a un peu plus d'antériorité parce que ça fait 10 ans que le service s'est structuré autour de la psychiatrie périnatale exclusivement. Et on a le même constat d'une augmentation de l'activité. Chaque année, on reçoit plus de familles que l'année précédente. Quand on voit le contexte qui est celui plutôt d'une baisse de natalité, ça rejoint ce qu'on évoquait tous. Je pense qu'on n'a pas encore atteint un plateau d'une offre suffisamment accessible pour les usagers. Ça, c'est un premier aspect. Ensuite, concernant la question entre l'idéal et la réalité, moi je crois quand même qu'on a un axe important, c'est que toutes les familles vont passer par la maternité. Et c'est là qu'à mon avis est l'enjeu majeur, c'est comment faire pour que les maternités soient suffisamment sensibilisées et suffisamment de ressources, et cette coordination et cette articulation entre l'offre éventuelle, graduée d'ailleurs, vous avez raison, toutes les personnes qui ont des moments de détresse psychique n'ont pas nécessairement à consulter un psychiatre ou un pédopsychiatre, mais c'est la question de la levée des obstacles à l'accès entre ce qui se passe à la maternité, ce qui est identifié, et le recours à la médecine générale, à la pédiatrie, à la PMI, et éventuellement à l'offre plus spécialisée qui est la nôtre. Donc c'est vraiment une meilleure connaissance d'une offre déjà existante, qui est très variable sur le territoire. Je sais que sur le sud parisien, par exemple, l'offre de soins est bien plus achalandée que dans d'autres lieux. Mais on voit aussi que parfois, simplement, les femmes ne savent pas à quoi accéder et n'ont pas une connaissance suffisante d'une offre. Et ça rejoint votre question de comment faire pour mieux identifier. On sait qu'un obstacle au dépistage, c'est
en tant que professionnel, si je recherche alors que je ne sais pas quoi en faire, mieux vaut ne pas chercher. Et donc, c'est aussi que les professionnels soient bien informés, qu'une structuration des réseaux et une lisibilité de l'accessibilité aussi. Donc ça, c'est un début de réponse. Je ne sais pas si vous voulez préciser. Alors moi, je vais essayer d'apporter quelques pistes de réflexion. Donc moi, je suis spécialisée en psychiatrie périnatale. C'est une spécialité qui est vraiment holistique, à l'interface entre la psychiatrie, la gynécologie, la pédiatrie, et elle assure la prise en charge des mères et de leurs nourrissons. La difficulté de cette spécialité, c'est justement de conjuguer conjointement les préoccupations pour les mères et pour les nouveau-nés, enfin pour les enfants, avec des enjeux qui ne sont pas toujours convergents. En France, cette spécialité, elle se transforme là, depuis ces dernières années. Et depuis l'année dernière, à la suite du décret du 28 septembre 2022, les structures assurant des soins en psychiatrie périnatale doivent être dotées à la fois d'un psychiatre adulte et d'un pédopsychiatre avec un regard porté à la fois sur les spécificités donc, de la mère et du développement de l'enfant. Nous, on espère vivement que cette complémentarité, elle va enrichir la discipline. Le regard du psychiatre spécialisé dans la prise en charge de l'adulte est indispensable pour la clinique périnatale. La dépression du postpartum, malgré ses spécificités, est avant tout une dépression qu'il faut traiter comme telle en suivant les recommandations valables pour toute forme de dépression. Et malgré cette exigence, il existe trop peu de praticiens spécialisés en psychiatrie périnatale sur le territoire français. Par ailleurs, c'est vrai que lorsqu'une dépression est diagnostiquée, les praticiens sont souvent réticents à prescrire des thérapeutiques médicamenteuses pendant la grossesse ou le postpartum, par crainte d'effets indésirables sur le fœtus ou le nourrisson. Et il en résulte que finalement, certaines femmes avec des troubles psychiatriques chroniques, comme le trouble bipolaire de type 1 ou présentent des symptômes dépressifs anténataux, ne reçoivent pas de traitement adapté. Donc les professionnels de santé, ils sont insuffisamment formés à la gestion des thérapeutiques pendant la grossesse. Et pourtant, il y a des bases de données qui existent, comme celle du CRAT, qui sont précieuses pour guider les prescriptions. Et il y a des recommandations qui sont proposées par les sociétés savantes et la littérature scientifique. Il y a d'autres pistes de réflexion qu'on peut avoir. Et je pense qu'il faut donc favoriser le dépistage précoce. Et pour ça, il faut mieux former les sages-femmes en psychiatrie périnatale. C'est vraiment crucial. Elles constituent le premier rempart pour renforcer la santé mentale des femmes pendant cette période. Et pourtant, l'accès à la formation en psychiatrie périnatale dans le cursus de Maïotix est vraiment inégal sur le territoire, avec des variations conséquentes selon les universités. À Sorbonne Université, nous, on mène une politique dynamique d'enseignement auprès des étudiants de sages-femmes et elle bénéficie d'un très important volume d'enseignement de plus de 60 heures. Donc c'est vraiment ce type de formation en école de maïeutique qui mériterait d'être uniformisé à mon sens. Peut-être qu'on peut aussi évoquer une surspécialité de sage-femme en psychiatrie périnatale qui pourrait être proposée sur le modèle de la surspécialisation des autres disciplines médicales, par exemple, avec une formation supplémentaire, des stages dédiés dans des unités de psychiatrie périnatale ou des unités mère-bébé, enfin, ou parents-bébés, maintenant on les appelle comme ça. Donc il y a un véritable enjeu là-dessus. Je voulais aussi parler de l'entretien postnatal précoce, qui voilà, une consultation qui est souvent vécue comme une contrainte d'organisation pour les femmes qui présentent déjà des difficultés dans la gestion du nourrisson et de la fratrie au quotidien. Je pense que la consultation postnatale pourrait être systématisée en format de visite à domicile. Je pense que c'est essentiel sur des modalités d'équipe mobile d'intervention ambulatoire précoce. Encore une fois, la sage-femme semble être un intervenant pivot essentiel pour assurer ce suivi ambulatoire postpartum au domicile. On parlait de recherche tout à l'heure. C'est vrai que la recherche est encore trop dépourvue. La recherche en psychiatrie et en neurosciences périnatales n'est pas assez soutenue. À l'international, plusieurs équipes ont montré que les transformations cérébrales et les modifications hormonales pendant la grossesse participaient à fragiliser la santé maternelle. Et des traitements de nouvelle génération qui sont fondés sur ces découvertes, comme les traitements dérivés des neurostéroïdes, sont disponibles aux États-Unis, mais ne bénéficient pas d'autorisation en France. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la brexanolone ou de la zuranolone, nouveau traitement sorti récemment.
Donc je pense que nous devons soutenir les nouvelles modalités de recherche sur la santé mentale maternelle en renforçant le lien entre ces unités cliniques de psychiatrie périnatale et les équipes scientifiques. Et dernière piste de réflexion, je crois que l'utilisation des nouvelles technologies telles que les applications en ligne constitue aussi un moyen efficace de maintenir un lien thérapeutique avec les patientes, en particulier dans les contextes de confinement ou d'isolement social. Et ces outils permettent d'évaluer et de repérer les patientes à risque et de les orienter vers des services spécialisés en santé mentale périnatale pour un suivi adapté à leurs besoins. À l'aide d'un financement par l'ARS, nous sommes en train de développer avec notre équipe une application numérique de suivi et d'accompagnement appelée SmartPartum, destinée à la prévention et à la prise en charge de la dépression du postpartum. Cette application, elle propose un dépistage numérique des symptômes de dépression et des interventions thérapeutiques avec des niveaux graduels de réponse selon l'intensité de la symptomatologie dépressive. Même si elles ne permettent pas de garder un lien avec les mères pendant la période du postpartum, ces applications n'ont pas vocation à concurrencer les prises en charge conventionnelles. Et dans la même lignée, nous avions proposé avec le docteur Hugo Bodman en 2023 à la DGOS la création d'une équipe spécialisée dévolue à l'accueil téléphonique, l'accompagnement et l'orientation des femmes présentant des symptômes de dépression du postpartum, s'articulant avec le dispositif inclus dans l'application des 1000 premiers jours et proposant la passation de l'échelle d'Édimbourg. Notre projet appelé Artemis proposait la création donc, de cette plateforme téléphonique nationale adossée donc, à cette application et qui permettait de mettre en contact les mères avec des équipes spécialisées dans la santé mentale maternelle sur l'ensemble du territoire. Il était construit sur le modèle de la plateforme Vigilance existante en psychiatrie sur le territoire pour la prévention du suicide. Donc on avait mis un plan de financement défini et un programme opérationnel, mais malheureusement ce projet n'a pas été retenu par la DGOS et l'équipe de la start-up d'État 1000 premiers jours avec laquelle nous y travaillons n'a pas été reconduite sur les financements 2023-2025. Tous les documents relatifs à ce projet sont à la disposition de la commission. J'appuie sur le bouton. Je vais me permettre de rebondir. On parlait de petites actions. Simplement de parler de santé mentale en fait aux parents. On se rend compte aujourd'hui qu'en Nantais, on parle beaucoup de la santé physique. On va expliquer la grossesse, on va parler de plein de sujets autour de la grossesse. La santé psychique, elle est peu, voire quasiment pas abordée avec les parents. Et on sait que s'ils avaient l'information dès cette période-là, dès la grossesse, il y aurait une possibilité d'être moins démunis dans l'après. Nous, les parents, quand ils viennent jusqu'à nous, il y a des phrases quand même assez récurrentes qui reviennent régulièrement. C'est « je ne sais pas ce qui m'arrive ». Donc ça veut dire qu'on n'a pas forcément eu d'informations sur ce sujet-là. Je n'ai pas l'instinct maternel, ça revient régulièrement. Je devrais être la plus heureuse des femmes, mais je suis triste. Et je ne sais pas vers qui me tourner. On sait que quand ils sortent de la maternité, généralement, il n'y a pas eu d'informations sur les possibilités de prise en charge autour de ce sujet-là. Donc ils ne vont pas forcément retourner à la maternité, peut-être parfois parce qu'à la maternité, ça ne s'est pas forcément extrêmement bien passé, ou qu'ils pensent qu'une fois sorti de la maternité, on ne peut pas y retourner. Donc parfois, il y a des consultations avec le psychologue de la maternité qui sont envisageables, mais ils ne le savent pas. Pour certains parents, ils ne savent pas ce que c'est que la PMI. On a eu parfois des jeunes femmes qui nous ont demandé ce qu'était la PMI. Donc il y a toute cette question d'information qui est quand même un peu plus présente qu'avant, mais quand même pas tant que ça. Et ce qu'on voit aussi, on parlait de formation des professionnels de santé, ce qu'on voit, c'est que certains professionnels de santé, et je ne vais pas faire de généralité autour d'une profession en particulier, mais en tout cas parlent de baby blues et s'en arrêtent là, même quand la femme présente des signes quand même assez importants de souffrance psychique. Ce qui fait que quand on s'arrête au baby blues, ça empêche le parent d'aller aux soins, ça empêche le parent de dire ce qu'il traverse. Et puis, il y a une forme de banalisation de la souffrance psychique. Et quand le mal-être s'installe de façon insidieuse, ce qui arrive, parce qu'on sait que la dépression postnatale, c'est dans la première année de vie de l'enfant, qu'il y a un pic bien plus tardivement, si je ne me trompe pas, chaque fois je me trompe, c'est entre 4 et 6. Voilà. Et pour le coup, on a parfois des femmes qui nous disent, j'en ai parlé par exemple au médecin traitant qui m'a dit que ça ne pouvait pas être une dépression postnatale parce que je ne suis pas dans l'après-accouchement.
Donc, si c'est pas ça, on va passer à autre chose. Je vais vous donner quelques vitamines et puis on va faire un petit check-up. Et voilà. On a aussi la question de donner un traitement à quelqu'un sans lui proposer de suivi derrière. C'est bien d'avoir des traitements médicamenteux quand ils sont nécessaires, mais il faut aussi proposer des suivis psychologiques quand c'est nécessaire, un suivi psychiatrique, une proposition d'hospitalisation de jour ou temps plein s'il y a besoin. Voilà, c'est de ne pas laisser les parents comme ça. Et je voulais rajouter un dernier point qui m'est sorti de l'esprit, la question de la formation des professionnels de santé. Les parents vont rencontrer un nombre de professionnels impressionnant durant la grossesse, gynécologue, sage-femme. Pour celles qui vont être alitées par exemple, un phlébologue. Si elles ont un diabète gestationnel, un diabétologue, des puères, des auxiliaires puères, un médecin traitant, un pédiatre, un kiné. Sur tout cet ensemble de professionnels de santé, pour certaines qui présentent déjà des signes de souffrance psychique en anténatal, on se rend compte que parfois, il n'y a rien qui a été vu et elles arrivent à l'accouchement très souvent dans un état psychique assez dégradé. Donc les professionnels de santé, on se rend bien compte qu'ils ne sont pas forcément formés ou en tout cas pas assez sensibilisés à cette question-là. Et je voulais juste rajouter une dernière petite chose avant d'oublier. On a parlé d'applications numériques. Je voulais quand même faire un tout petit aparté concernant l'application des 1000 premiers jours, qui est une application qui a vu le jour en juillet 2021, qui est une application qui est portée par le ministère, à laquelle on a collaboré pendant 1 an et demi, d'octobre 2021 à avril 2023. C'est une application qui a commencé avec un budget assez conséquent pour pouvoir développer cette application. Et à l'intérieur de l'application, le dispositif 1000 jours blues qui permet toujours de passer le PDS en ligne et d'avoir derrière quelqu'un qui puisse répondre, déjà apporter une première écoute, orienter si nécessaire. Sauf que cette application tend à être en danger assez régulièrement du fait de budgets qui ne sont pas renouvelés forcément de façon pérenne, voire des petits budgets sur des courtes durées. Le 27 février de cette année, on a lancé une pétition parce qu'on a appris que le dispositif 1000 jours blues allait être arrêté. Il y a eu une pause de 1 à 2 semaines et un nouveau budget a été alloué. Donc ça pose quand même une problématique autour de cette question de la santé mentale que l'on met en lumière. On doit accompagner les parents, mais ce qui est existant, quand il y a de l'existant, n'est pas forcément porté. Très bien, merci. Oui, je crois que vous avez demandé la parole. Le Pays Basque. Oui, nous voulions l'équipe mobile de Bayonne, nous voulions rebondir sur ce qu'avait dit le docteur Joly concernant les sages-femmes, comme quoi elles étaient le premier rempart face à la souffrance des femmes. On est tout à fait d'accord, et comme quoi elles manquent de formation. Nous, quand notre équipe a vu le jour là, en 2021, on a décidé de faire une formation obligatoire à toutes les sages-femmes de la maternité de Bayonne. Donc on a fait sur 2 ans en fait, des sessions régulières. Moi, j'ai fait des petits cours de psychiatrie périnatale et ma collègue a fait des cours sur les interactions précoces maman-bébé, le repérage et le soutien à ces interactions. Et c'est vrai qu'on a réussi à en tout cas à informer, on va dire, toutes les sages-femmes de la maternité de Bayonne et de la maternité de Saint-Palais. Et on a pour objectif aussi de créer une formation territoriale, mais c'est pour dire qu'effectivement, on s'est rendu compte que les sages-femmes, elles étaient très heureuses d'avoir ces petites informations, ces petits cours. Et à la fin, elles venaient souvent nous dire qu'effectivement, il y avait plein de choses qu'elles constataient en consultation quand elles savaient les patients en face d'elles, mais elles n'avaient pas forcément les mots pour le dire, elles n'avaient pas forcément la formation adéquate. Et donc, elles étaient assez satisfaites d'avoir été informées sur ce sujet. Et suite à cette petite campagne de formation, on a constaté que les sages-femmes nous appelaient beaucoup plus parce qu'elles faisaient du meilleur repérage, en fait, des sages-femmes de consultation lors du suivi de grossesse. Et notamment, effectivement, sur les sages-femmes en suite de couche. Donc, c'est important, effectivement, sur ce que vous avez dit, de former les sages-femmes sur la psychiatrie périnatale. Et la même chose sur le terrain, c'est-à-dire qu'on reprend des situations cliniques sur le terrain en équipe, sur des comportements des patientes qui ont surpris, étonné, choqué parfois, dérangé, de manière à ce que les sages-femmes aient cette sensibilité aussi et tolèrent un système qui fait peur, une patiente qui a des propos incohérents, qui pleure, qui est en colère, qui est effondrée, enfin, c'est un peu effrayant. Donc il y a aussi les professionnels de santé de première ligne à contenir. Une autre chose que je voudrais dire, moi, c'est sur le développement de l'offre de soins, parce que le repérage, il est meilleur.
l'offre de soins, peut-être pas. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas toujours un psychiatre pour une patiente en dépression. Par contre, si elle pouvait avoir un accompagnement psychologique pendant quelques séances, parfois, c'est extrêmement bénéfique en peu de séances. C'est très variable d'une patiente à l'autre. Mais sur le même mode que le remboursement de séances de rééducation périnéale, pourquoi ne pas imaginer un système où une patiente aurait droit en fonction de ses besoins, de 1 à 10 ou 15 séances chez une psychologue qui serait remboursée. Et ce serait peut-être je dis ça spontanément, hein, ce serait peut-être un moyen d'avoir une offre de soins accessible à tous, parce que remboursée. Et de même, vous parliez des médecins généralistes, des pédiatres. Nous, on constate que dans notre pratique clinique, on est très peu appelés finalement par les médecins généralistes et les pédiatres en post-natal. Or, par exemple, les pédiatres, c'est eux qui sont amenés à voir régulièrement pour le suivi somatique ou le suivi du développement de leur enfant, les enfants avec leurs parents. Et c'est vrai qu'on constate qu'ils n'ont pas forcément la formation suffisante, ne serait-ce que pour poser des questions sur l'état de santé mentale du père ou de la mère. Et du coup, en tout cas, nous, dans notre pratique, on a très peu d'appels des médecins généralistes et des pédiatres, beaucoup plus des sages-femmes ou des gynécologues obstétriciens. Et on se dit que de ce côté-là aussi, il y a un vrai manque de formation. Très bien, merci. C'est une piste intéressante. Moi, j'aurais 3 questions à vous poser. Je suis comme Véronique, on a découvert cette problématique de troubles psy, de suicide. De quand est-ce que vous datez cette évolution? Parce que bon, on en a déjà discuté, on a toutes les deux eu plusieurs enfants, et puis on n'a jamais été confrontés, ni nous, ni notre entourage, à cette problématique. On parlait du baby blues, oui, mais pas au-delà. Et vraiment, depuis qu'on fait ces auditions, ça revient très régulièrement. Quand on est allé visiter l'hôpital Robert Debré aussi, les équipes ont beaucoup insisté sur cette problématique. Est-ce que vous pouvez dater? Est-ce qu'il y a eu une bascule? Est-ce que c'est une meilleure connaissance, aussi bien suite aux recherches qui sont faites? Est-ce que c'est une évolution de la société? Est-ce que c'est l'éclatement des familles? Est-ce qu'il y a moins les générations au-dessus qui donnaient des conseils? Est-ce que ce sont les réseaux sociaux qui amènent une certaine anxiété? Enfin voilà, de quand est-ce que vous pouvez dater cette bascule? Est-ce que vous avez des éléments? Parce que moi, j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi on en arrive à ce stade-là, alors que je ne sais plus qui disait qu'effectivement, la grossesse, c'est l'avenue d'un enfant. Enfin, ça doit être une joie. Et enfin, pour nous, c'était des joies. Et maintenant, on se rend compte que les jeunes couples sont beaucoup plus face à des difficultés à cette période-là de leur vie. La deuxième question, c'était, je voulais m'adresser aux chiffres que vous nous avez donnés pour Hémopsy. On voit une très nette évolution sur 3 ans. Alors, est-ce que c'est le bouche à oreille? Est-ce que vous avez un meilleur dépistage? Est-ce que vous en avez parlé à l'ensemble des professionnels de santé qui, de ce fait-là, sont beaucoup plus attentifs? Et ça induit ma 3e question. Quelle est pour vous, finalement, la porte d'entrée? Est-ce qu'il y a un professionnel de santé plus spécifique qui va faire le dépistage, ou est-ce que c'est l'ensemble des professionnels qui vont entourer un couple, parce que j'intègre les pères, je crois que de mémoire on nous avait parlé de 9%, et docteur, vous nous avez parlé de 8 à 10, donc on est sur les mêmes chiffres. Voilà, est-ce que c'est lors de la première visite du début de grossesse? Est-ce qu'il y a à identifier un moment spécifique, ou bien c'est l'ensemble des personnels de santé qui doivent être mis dans la boucle? Merci. Je vous laisse, allez-y, vous pouvez toutes et tous répondre. Alors, je peux commencer. Docteur Joly, oui. Alors, sur votre première question, je crois que les troubles psychiques périnataux, ils ont toujours existé. Simplement, il y a une évolution sociétale qui fait qu'il y a une libération de la parole. Les femmes s'autorisent plus à verbaliser leurs difficultés. Voilà, le fait d'avoir un enfant, c'est pas l'euphorie qu'on décrit auparavant, et je dirais que peut-être les femmes subissent un peu moins la pression sociale. Les réseaux jouent beaucoup, avec des choses comme le hashtag mon postpartum. Voilà, donc on voit une certaine libération de la parole sur des troubles qui existent depuis toujours. Alors peut-être que la pandémie Covid a majoré les troubles
périnataux et notamment anxieux et dépressifs. Donc ça, c'est sur ce point-là. Sur votre dernière question concernant le professionnel qui serait le plus à même de coordonner tout ça, moi, je pense que c'est vraiment la sage-femme qui a vraiment un rôle pivot. C'est vrai que sur les maternités, nous avons des staffs de parentalité qui réunissent tous les professionnels de périnatalité, donc les sages-femmes, obstétriciens, la PMI, les réseaux ambulatoires. Et ils jouent un rôle crucial dans la coordination des soins, mais la continuité n'est pas toujours assurée après l'accouchement. Souvent, on voit que ça se passe plutôt bien pendant la grossesse, parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous, et donc les choses se font. Mais par contre, après la sortie de l'hôpital, il y a une sorte de désert. Et donc, je pense qu'une sage-femme référente pour chaque grossesse, qui pourrait assurer la continuité anté- et postnatale, serait vraiment cruciale. Alors, ça ne doit pas forcément être un soignant, à mon avis, hospitalier. Ça pourrait être ancré dans des structures ambulatoires ou des interfaces ville-hôpital, sur le modèle de ce qui se fait avec la Maison des femmes, par exemple, dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes au sein des centres hospitaliers. Et sur le même registre, nous assurons par exemple à l'hôpital Saint-Antoine des soins de psychiatrie périnatale en relation avec les réseaux périnataux d'Île-de-France. Et cet hôpital, il ne bénéficie pas d'une maternité, mais propose une offre de soins avec des consultations et une hospitalisation spécialisée pour les femmes en souffrance. Donc voilà, pour moi, la sage-femme, elle pourrait coordonner tous ces soins, et il y aurait moins de perdu de vue. Et aussi pour les femmes qui loupent des rendez-vous, à la maternité, ces femmes-là, on les revoit que le jour de l'accouchement. Elles pourraient être vigilantes et pouvoir rappeler ces patientes qui sont perdues. Moi, je vais me permettre, je vais rebondir sur ce que dit le docteur Joly. C'est sur la question de la libération de la parole. Maman Blues a 20 ans. Il y a 20 ans, on ne parlait pas comme ça de la santé mentale. Périnate, les femmes étaient beaucoup vues, quand elles l'évoquaient, comme des folles. On a encore cette vision, mais on en sort quand même pas mal. Donc je pense qu'au contraire, les réseaux peuvent avoir un côté hyper anxiogène avec ces réseaux de personnes qui publient des photos hyper instagrammables d'une maternité idéale où tout va bien, tout est beau, l'enfant est beau, il ne pleure pas, bon, voilà. Mais on trouve aussi beaucoup de comptes aujourd'hui de femmes qui évoquent ce qu'elles traversent, et pas seulement des souffrances psychiques périnates, juste elles parlent de maternité dans tout ce que ça peut représenter. Donc le fait de pouvoir parler, de pouvoir dire, le fait que les femmes parlent et que la voix des femmes soit entendue, ça change quand même beaucoup la donne. La seconde chose, sur la question de la porte d'entrée, là où je voulais rebondir, c'est aussi que parfois il y a déjà des professionnels de santé dans la boucle. Il y a déjà des professionnels, comme des psychiatres, quand c'est des femmes qui ont des troubles psychiques préexistants, qui ne seront jamais en lien avec les professionnels de la maternité, et ça c'est une vraie problématique. Il faudrait, du départ, dès qu'il y a un projet de conception ou que la grossesse est annoncée, est réelle, que le professionnel de santé qui suit la personne, quel qu'il soit, un médecin traitant, un psychiatre, se mette en lien avec les autres professionnels de santé qui vont la suivre pendant sa grossesse. Ça me semblerait logique, parce que nous, on a parfois des femmes qui ont un psychiatre qui leur a dit on arrête tout. Elles ont un traitement, elles arrêtent du jour au lendemain, alors que forcément, il ne faut pas arrêter un traitement durant la grossesse, et qu'elles arrivent dans des états psychiques extrêmement dégradés à la fin de la grossesse. Je l'ai déjà dit, mais j'insiste sur le fait que c'est une question aussi d'échange culturel. La culture de la pratique en psychiatrie est assez différente de la culture de la maternité, et on doit apprendre les uns des autres. Et ça demande, ce qu'on évoque tous, comment faire pour la coordination. Je crois qu'on défend tous la place des sages-femmes de coordination comme notre collègue, et qui permet aussi cet échange autour de domaines différents. L'expérience qu'on a, nous, pour les troubles psychiatriques chroniques, c'est que les femmes qui ont un trouble bipolaire ou qui ont une schizophrénie, elles vont se sentir particulièrement menacées par notre système et stigmatisées par les propositions qui sont faites. Il faut donc qu'on trouve des personnes qui sont des interlocuteurs pour faciliter l'accès aux soins psychiques et l'accès à la maternité
comme tout un chacun. Et pour ça, il va falloir proposer un accompagnement plus spécifique et plus renforcé. D'où la nécessité de former les sages-femmes aussi, comme disait le docteur Joly, avec des modules de formation suffisants. Juste, ça existe depuis un moment, parce qu'il faut se souvenir que Françoise Molena, pédopsychiatre, avait beaucoup défendu le principe de l'entretien prénatal précoce, de la sage-femme de coordination, il y a déjà 20 ans, et disait bien que les sages-femmes étaient les premières interlocutrices pour accéder aux émotions, à la détresse psychique, avant même d'avoir les psychologues ou les psychiatres. Donc ça a 20 ans, et ça se diffuse quand même. Oui, mais apparemment, on a entendu que l'enseignement était très irrégulier d'un territoire à l'autre. Oui, mais c'est aussi une question de formation initiale et formation continue. C'est-à-dire, quand on est sage-femme, je pense qu'au début, quand on veut être sage-femme, on veut faire naître des bébés et que les mères puissent être en bonne santé après la naissance. Et je crois que c'est après qu'on découvre mais que finalement, une fois sur 5, on va avoir des femmes qui vont être débordées par leurs émotions. Et donc, la formation initiale, c'est très bien. Mais je pense que c'est aussi une question de revenir sur le métier régulièrement, ce qu'évoquent nos collègues là, sur la formation continue à l'intérieur des maternités, quand les problématiques ont émergé pour les professionnels et qu'ils ont besoin de réponses et de réseaux. Et si je peux me permettre, c'est aussi de permettre que les pères aidants, les personnes concernées, puisque notre association ne sont que des femmes concernées, puissent intégrer ces formations pour qu'elles puissent redonner du sens, qu'on ait quelqu'un face à soi qui a vécu quelque chose. On a toutes des vécus très différents, et pour certaines avec des vécus assez conséquents. Et c'est intéressant pour le professionnel de santé d'avoir face à soi quelqu'un qui l'a traversé et comment il l'a traversé. Et juste pour une expérience pratique, vous parliez tout à l'heure de l'évolution éventuelle. On a l'air d'accord les uns les autres sur le fait que c'est probablement pas une évolution, c'est probablement une meilleure visibilité de ces problématiques, en tout cas concernant les dépressions périnatales. C'est probablement très différent pour les troubles psychiatriques parce que les traitements ont fait évoluer les choses. Donc il y a plus de femmes qui ont des troubles psychiatriques sévères qui peuvent avoir un enfant. Mais par contre, dans notre pratique du quotidien, moi, quand j'ai commencé, il y a une quinzaine d'années, j'entendais très peu les manifestations autour de « j'ai des idées noires, des idées suicidaires ». Et ça, par contre, je pense que la libération de la parole permet d'accéder à libérer cette possibilité pour les femmes d'oser dire ce qui les traversait avant, mais pour lesquelles elles n'avaient pas d'interlocuteur. Je pense à ça, moi, dans ma pratique, quand j'ai commencé comme pédopsychiatre, je m'occupais des enfants de 0 à 18 ans. Et ce qui m'a donné envie de faire la psychiatrie périnatale, c'est parce que je voyais des enfants de 6 ans, de 10 ans qui venaient consulter pour eux-mêmes et dont les parents disaient, dès le début, on a été en difficulté ensemble. Dès le début, j'ai eu l'impression que ce lien n'arrivait pas à se construire. C'est ça qui nous a donné envie, je crois, aux uns et aux autres, d'intervenir le plus précocement possible. Oui, je vous laisse la parole au Pays Basque. Oui. Je ne sais pas qui veut intervenir. Oui. Je rejoins tous les intervenants vraiment avec ma collègue médecin, notamment sur le fait que la position de sage-femme permet un accès plus fluide et moins effrayant aux soins psychologiques et psychiatriques. Moi, je l'ai découvert en démarrant cette équipe. C'était la première fois que je travaillais avec un psychiatre, des psychologues aussi directement. Et en fait, les patients me disaient, je veux bien rencontrer la sage-femme, mais après, je verrai. Et en fait, après ce rendez-vous d'accueil, ce premier rendez-vous, elle se disait, tiens, oui, pourquoi pas, j'ai des angoisses, je dors pas, j'ai peur, pourquoi pas, voir peut-être la psychologue. Et c'est comme ça que s'introduit progressivement ces notions d'accompagnement psychologique et psychiatrique. Parce qu'une fois qu'il y a eu un adressage vers notre équipe, le premier entretien d'accueil est systématiquement réalisé par notre collègue sage-femme et qui fait aussi de la coordination. Donc, une fois que ce premier rendez-vous a été effectué, effectivement, c'est une bonne porte d'entrée et on constate que les patientes, elles sont plus rassurées, en effet, de ne pas avoir comme premier interlocuteur la psychologue, bon, et la psychiatre, n'en parlons pas, mais c'est vrai qu'elles sont plus rassurées et un lien de confiance, une espèce d'environnement de bienveillance s'instaure autour d'elles. Et là, elles acceptent secondairement après de rencontrer tel ou tel professionnel. Donc vraiment, on constate que c'est, oui, comme tu dis, c'est facilitant, c'est fluidifiant en tout cas d'avoir ces consultations avec les sages-femmes, mais ça nécessite qu'elles aient un bon niveau de formation parce que ça ne s'improvise pas non plus. C'est vrai. Voilà, et autre chose, je voulais dire sur la dépression périnatale, en fait, c'est une dépression qui est très culpabilisante. En fait, il y a systématiquement une terrible honte associée à cet état dépressif qui n'est pas justifié par la société, la famille, l'environnement. Et c'est, je fais une dépression alors que je devrais être qu'heureuse. Et c'est vrai qu'il y a une honte associée qui est difficile à déposer, mais une fois qu'elle est déposée et qu'on peut dire à ces femmes, vous n'êtes pas seules, ou alors c'est avec plus ou moins d'intensité, il se trouve que vous, c'est très intense, c'est très douloureux, on va vous aider, on va vous accompagner.
Mais il y a aussi, outre tout ce qu'on peut déployer, une crainte d'avoir affaire à nos soins, à nos accompagnements, et puis une peur plus poussée aussi de ce que ça pourrait induire. Mais si je suis déprimée, ça veut dire que je ne vais pas savoir m'occuper de mon bébé, ça va peut-être dire qu'on va me l'enlever. Et voilà, ça a été peut-être déjà dit, mais ça me revient. C'est beaucoup de peur des professionnels, parce que est-ce que la dame va pas se suicider? Est-ce que la dame, elle va trop mal et je m'en suis pas aperçue? Et beaucoup de peur des professionnels et des patientes et de leurs conjoints aussi. Très bien. On parlait tout à l'heure de l'information, qu'il y avait un manque d'information. Je voulais vous dire que justement, notre mission d'information organise une table ronde le 14 mai où on a invité des journalistes, des podcasteurs, enfin voilà, justement pour parler un petit peu de cette problématique et puis arriver à faire diffuser un petit peu, les sensibiliser en tout cas à la problématique pour qu'ils puissent chacun dans leur fonction diffuser un petit peu cette information. Véronique, j'ai quand même quelques dernières petites questions. Je voulais vous demander, madame, si vous aviez repéré ces dernières années une augmentation plus importante d'une forme d'angoisse des mamans ou des papas, liée aux instabilités en fait, d'équipe médicale. On voit qu'il y a un accès aux soins qui est de plus en plus compliqué, un manque de lisibilité, vous l'avez dit, de temps en temps des maternités qui ferment temporairement ou définitivement. Voilà, est-ce que ce phénomène-là vous semble s'amplifier ? Je voulais parler de la sage-femme référente et vous poser la question et vous avez répondu. Donc voilà, je n'y reviendrai pas. Je voulais éventuellement que vous évoquiez le retour précoce. Est-ce que vous pensez que c'est un facteur qui peut être un facteur de risque pour un des problèmes psychologiques voilà. Et moi, il y a quelque chose qui me... en fait, on n'a jamais parlé pendant toutes ces auditions, c'est jamais venu en fait le sujet, sur les enfants maltraités. On parle de la santé mentale de la maman, le bien-être, le développement de l'enfant. Mais on voit quand même, alors on n'en entend parler que lorsqu'il y a des drames ou des choses médiatiquement dont les médias s'intéressent parce que c'est intéressant médiatiquement. Est-ce que c'est un sujet qui est en lien avec ça, en fait, la maltraitance, en fait, tout simplement des enfants, les bébés secoués voilà, aller jusqu'à de la maltraitance, voire des infanticides. Enfin, voilà, on a quand même des choses. Est-ce que ça, c'est à mettre en lien avec la santé mentale ou pas ? Et puis, concernant le suivi proposé, on a eu il semble que le gouvernement réfléchisse effectivement à des remboursements, des consultations sous le volet Mon soutien psy. Donc, je veux savoir ce que vous en pensez. Alors, merci Madame la rapporteure pour ces questions. Je vais essayer de répondre à quelques-unes. Alors, sur le retour précoce, donc, les femmes qui restent en moyenne 3 jours après l'accouchement dans les services de suite de couche, c'est une durée qui correspond finalement davantage aux enjeux de surveillance organique qu'à une prise en compte des besoins psychologiques. Il existe au sein des maternités des modalités de dépistage, on en a parlé comme l'échelle d'Édimbourg, des entretiens avec des psychologues de maternité et des accompagnements par les puéricultrices. Mais pour certaines mères en difficulté dès les premiers jours de vie du nourrisson ou avec des antécédents ou des facteurs de risque psychiatriques identifiés, cette durée elle peut être allongée. Toutefois, un grand nombre de symptômes psychiatriques péripartum surviennent bien après ce court temps hospitalier. Et paradoxalement, la surveillance médicale et paramédicale dont bénéficient les femmes et les nourrissons pendant cette période, elle peut également mettre certaines patientes en difficulté avec une certaine médicalisation de la relation de l'enfant, les enjeux de prise de poids, de l'allaitement, des habilités parentales dans les premiers soins qui peuvent être des sources d'angoisse et participer à la souffrance psychologique dans les premiers jours de vie. Les unités kangourous, les unités mère-enfant qui sont intégrées au sein des services des suites de couche, à mon sens, ils offrent un réel soutien aux familles en prenant le temps d'accompagner ses parents dans leur rôle parental. Malheureusement, ces unités sont encore trop peu nombreuses dans les maternités. Par exemple, à la maternité de la Pitié-Salpêtrière, qui est une grosse maternité, il n'y a pas de ce type d'unité. Les dispositifs tels que le Prado maternité et les IPAD permettent un soutien à la parentalité dans les situations à bas risque médical et psychique. Donc ça permet de désamorcer des situations qui pourraient devenir sévères. Toutefois, pour les troubles psychiatriques plus sévères, les femmes bénéficient moins de ces prises en charge.
Et encore une fois, le véritable enjeu, il reste d'ailleurs l'accès aux soins après la sortie de la maternité. L'offre de soins, elle est, à mon avis, vraiment insuffisante sur le territoire. L'une des structures les plus importantes pour la prise en charge des femmes souffrant de troubles psychiatriques chroniques ou d'apparitions aiguës pendant ou après la grossesse, c'est notamment les unités parents-bébés, anciennement appelées unités mère-bébé. Et ces unités qui sont spécialisées en psychiatrie périnatale, elles peuvent accueillir donc, les femmes enceintes ou en difficulté pendant la grossesse pour des hospitalisations programmées, par exemple dans des contextes de dépression anténatale sévère, ou des dyades avec la mère et le bébé après l'accouchement. Et sur le territoire français, ces unités, elles sont en nombre insuffisant. Les places de ces unités sont rares et de nombreuses mères qui devraient en bénéficier ne peuvent jamais y accéder. En Île-de-France, il y avait ces dernières années 5 unités parents-bébés pouvant recevoir ces dyades. En hospitalisation complète, il n'en reste aujourd'hui que 3 en mesure de répondre à ces enjeux. Donc c'est assez dramatique. Je vais essayer de répondre à votre question sur l'infanticide et les néonaticides. Dans les formes de suicide à visée antalgique, les mères témoignent finalement une douleur psychologique si intense qu'elles ne s'imaginent pas pouvoir continuer à poursuivre le combat de l'existence et préfèrent l'échappatoire antalgique de la mort pour échapper au quotidien. D'autres fois, le suicide il est motivé par la croyance d'un avenir sans espoir, empli de menaces et de souffrances par une culpabilité irrationnelle, de fautes présumées, des croyances d'indignité ou encore la conviction de faire peser un poids insurmontable à ses proches. Et pendant la période périnatale, le suicide maternel il se double aussi d'enjeux donc néonataux et emprisonnés dans les croyances dépressives qui inhibent toute possibilité d'espoir et de plaisir. Certaines mères se persuadent que la mort de nourrissons et de leur nourrisson est préférable finalement aux ténèbres d'un avenir douloureux. Et donc le suicide maternel, il peut aussi s'accompagner de néonaticides, dits altruistes, motivés par la peur de laisser le nourrisson souffrir dans un monde apocalyptique ou par la crainte de l'abandonner à la solitude douloureuse de l'existence. C'est quand même relativement rare. Il faut pas non plus. Il faut faire attention parce que c'est quand même. Ça arrive bien sûr et c'est évidemment dramatique. Mais on peut pas. La santé périnatale et la santé mentale périnatale ne peut pas être résumée sur ce prisme-là. Oui. Il faut faire attention quand même parce que sinon on donne une image quand même de cette période-là qui est un peu complexe. C'est pour montrer que il y a des chiffres qui sont assez inquiétants et qu'il y a des choses à mettre en place. On l'a tous dit, mais il faut faire attention à quand même ce qu'on laisse comme message à terme. Moi je vais me permettre sur cette question-là. Nous, les femmes qui viennent jusqu'à nous, il y a une préoccupation énorme autour du bébé. Elles sont inquiètes des séquelles qu'elles vont laisser à leur enfant. C'est ça qui ressort généralement. Celles qui ne parlent pas de leur bébé, effectivement, il peut y avoir une inquiétude importante. Mais c'est il y a le fait d'avoir des idées noires et possiblement d'avoir envie d'emmener ses enfants, ça arrive, mais nous, ce qu'on voit quand même au sein de Maman Blues, c'est que ces femmes-là, elles sont vraiment dans une grande inquiétude autour de leur bébé. Ça, c'était vraiment la première chose sur laquelle je voulais rebondir, sachant que il y a la question de la psychose puerpérale, qui est une situation à part, un trouble psychiatrique sévère. Et effectivement, là, pour le coup, il y a une extrême inquiétude, autant du côté du suicide, mais aussi de l'infanticide. Je voulais rebondir, vous avez parlé de mon psy. Pour le coup, nous, on a renvoyé régulièrement vers mon psy. La problématique, c'est le fait d'aller voir son médecin généraliste pour avoir le droit à tant de séances, de trouver un psychologue qui prend en charge. Ce ne sont pas forcément, bien évidemment, des psychologues formés, loin de là. Et 8 séances, quand on va extrêmement mal, c'est clairement pas suffisant pour continuer, pour avoir un vrai travail thérapeutique. Et je voulais rebondir il y avait sur la question de l'amplification des angoisses ces dernières années. Bien évidemment, le Covid est passé par là. On sait qu'au moment du premier confinement, tout s'est arrêté. Tout le monde s'est arrêté de vivre. Et les femmes, les femmes et les hommes, je parle aussi des hommes, se sont retrouvés sans suivi. Les équipes ont tenté de mettre en place des choses à distance, téléconsultation, tout ce qui pouvait être possible. Maman Blues aussi a fait du visio. C'était pas l'idéal, mais c'était déjà ça. Là où je voulais aller, c'était sur la question de l'isolement réel ou l'isolement vécu. L'isolement réel dans le sens où on est éloigné de sa famille. Généralement, les familles sont extrêmement éclatées aujourd'hui. Oui.
voire on déménage au moment de la grossesse, donc on s'éloigne. Mais il y a aussi l'isolement vécu, celui que l'on ressent alors qu'on est très entouré. Et ça, c'est un des sujets qui me semble primordial, c'est l'accompagnement des parents en postnatal, une fois qu'ils rentrent chez eux, qui sont totalement laissés seuls. Alors, on parlait avant qu'il y avait un village. Aujourd'hui, le village, il faut se le constituer avant d'avoir accouché, sinon on est quand même extrêmement seul. Voilà. Oui, puis je rejoins ce que dit Élise Marsand sur le fait que, d'abord, ce qu'on entend souvent, c'est plus une préoccupation pour leur enfant. Et donc, par rapport à votre question sur la maltraitance, il n'existe pas une maltraitance, mais des formes de maltraitance différentes qui peuvent être la conclusion, justement, de l'isolement évoqué. Et je rejoins particulièrement comme indicateur puissant le sentiment d'isolement, et non pas l'isolement seulement dans la réalité. Donc, par rapport à votre question, bien sûr que les sujets de protection de l'enfance sont toujours entremêlés avec les questions de la naissance et de la suite. Et c'est comment on travaille de concert. Nous, on a la chance de pouvoir, depuis maintenant plusieurs années, organiser des formations régulières pour les juges d'affaires familiales, les juges des enfants, et on voit que ça commence aussi à permettre de travailler ensemble et de lever certaines limites. Et la question de l'isolement, vous l'aviez évoqué dans les questions que vous nous aviez transmises, il y avait cet aspect des équipes mobiles et d'aller au-devant de la demande, et entre autres du dispositif Panjo qui était porté par Santé publique France. Le dispositif Panjo, au départ, est construit sur cette idée que se sentir isolé, c'est un facteur de vulnérabilité qui justifie qu'on offre une intervention plus importante que pour tout un chacun, et donc quelques visites à domicile systématiques qui permettent de faire émerger des demandes. Tout le sujet, on a un psychanalyste qui disait un bébé seul n'existe pas. Pour rejoindre ce que dit Élise Marsand, des parents seuls avec un bébé ne devraient pas exister. C'est comment les aider à construire un réseau d'aide dans l'environnement proche, familial et ou social, mais aussi avec des professionnels de confiance. Très bien. Docteur Chivet, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Véronique, encore une question? Eh bien, avant de clôturer notre audition, moi j'ai encore une dernière question. Est-ce que vous pensez que l'allaitement maternel, enfin, quelle est la poule et l'œuf, j'allais dire? Est-ce qu'une femme qui déprime, le fait d'allaiter peut l'aider, ou inversement, parce qu'elle déprime, elle va moins allaiter? Ou est-ce que le fait d'allaiter, ça donne un peu de baume au cœur? Enfin voilà, est-ce que vous avez pu identifier une relation qu'il y a entre l'allaitement maternel et puis les répercussions psy plus ou moins importantes? Moi, je vais me permettre de répondre de ma position d'usager, pour le coup. Alors, d'une part, on a aussi, encore une fois sur l'accompagnement autour de l'allaitement, qui n'est pas quelque chose d'inné et qui doit être accompagné. On se rend compte que... par exemple, à la maternité, on a beaucoup de discours différents d'un professionnel de santé à un autre. Les femmes peuvent se sentir très vite débordées et voire ne pas savoir ce qu'elles doivent faire. Donc je pense que l'allaitement doit être entouré. Encore une fois, donner des informations aux parents sur la consultante en lactation ou la consultante en allaitement, qui se trouve sur la maternité s'il y en a une, de pouvoir savoir qu'en rentrant chez elles, elles pourront appeler telle association qui fait du 24-24 et qui va pouvoir donner des ressources. Ça, c'est une chose. Après, encore une fois, il y a l'allaitement qui est subi et celui qui ne va pas du tout être subi, qui va être quelque chose de protecteur. Une femme qui tient, je ne sais pas si on peut dire qui tient, mais en tout cas, dans lequel c'est quelque chose où elle se sent bien, où elle est épanouie, même si elle est en souffrance psychique, où c'est un endroit où elle se sent utile. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut conserver et surtout accompagner. Une femme qui va le subir, pour qui ça n'a pas forcément été un choix, ou en tout cas qui s'est lancée mais qui n'a pas d'accompagnement, ça va être très complexe et ça peut favoriser un mal-être plus important. Pour moi, en tout cas, je pense que ça peut majorer une situation. Mais ça sera pas le seul facteur, hein. On va s'entendre. Je dis juste une petite remarque. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Élise. Il faut vraiment pas que l'allaitement soit subi. Ça doit être un moment agréable qui doit favoriser le lien mère-bébé. S'il est subi, si la femme subit une pression sociale pour l'allaitement, ça peut être extrêmement difficile. On se lève toutes les 3 heures la nuit. Le manque de sommeil, c'est un facteur de risque de décompensation, et notamment dans les troubles bipolaires. Donc voilà, vraiment, tout est avantage, inconvénient. Oui.
Oui, oui, moi je suis aussi d'accord. La question est très intéressante, la question que vous posez est très intéressante, elle est complexe. C'est vrai que nous, sur ma position moi, de psychiatre, il est vrai que l'allaitement, même si c'est même s'il n'est pas subi et que c'est un moment de plaisir et de partage, néanmoins, il y a des contraintes techniques qui font que, en termes de rythme, veille-sommeil, c'est compliqué. Même en termes de statut hormonal, c'est compliqué aussi. Et finalement, parfois, on se rend compte que d'abandonner l'allaitement, parfois, ça permet à certaines femmes qui ont des pathologies psychiatriques notamment, d'être mieux parfois. Donc la question, elle est assez complexe quand même sur l'allaitement. On ne peut pas dire si c'est protecteur ou pas, et ça dépend des situations, ça dépend des femmes, et ça dépend aussi des pathologies qu'elles ont. très bien. L'idée peut être aussi de proposer un allaitement avec un tire-lait, un allaitement qui pourrait être mixte, de la souplesse. En fait, induire de la souplesse pour que la patiente ne soit pas dans la culpabilité, puisse peut-être ponctuellement matin et soir, mais voilà, ne pas être peut-être seule à subvenir aux besoins tôt de son bébé. En tout cas, on vous rejoint tout à fait sur les discours, les professionnels au sein d'une même maternité qui n'ont pas forcément les mêmes discours, même selon la génération, et ça perd aussi beaucoup de patientes. À mon sens, il faudrait qu'il y ait plus de personnes spécifiquement dédiées pour s'occuper que de cette partie de l'allaitement, comme les conseillères en lactation, par exemple, il devrait y en avoir plus. Et parce que c'est vrai que ça perd les patientes d'avoir double, voire triple discours au sein de la même journée sur le roulement, par exemple, de 3 sages-femmes différentes sur une journée. Elles n'ont pas forcément les mêmes informations et c'est complexe. Et ça peut engendrer de la culpabilité, voire oui, de la confusion et de l'anxiété de ce fait-là. Et en induisant le coparent dans l'information pour que ce dernier, quand la maman n'a pas toutes ses neurones en place, parce qu'elle vient d'accoucher, parce qu'elle est fatiguée pour plein de raisons, c'est aussi de lui donner de l'information, que ça ne soit pas une charge qui ne repose que sur la mère. Très bien. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier toutes et tous. Merci pour votre contribution. Donc, on vous a envoyé un questionnaire. Vous serez très gentil de nous remplir, de nous donner les chiffres et les informations dont nous aurions besoin pour notre rapport. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie. Nous vous remercions chaleureusement pour votre contribution. Voilà, c'était un moment très intéressant et passionnant. Merci à vous.